Alors allons-y. J'ai hésité un peu à compléter l'introduction qu'on a faite les deux derniers cours. En fait, on est allé plus lentement que je pensais, mais c'est pas grave. Je pense que c'est bien qu'on prenne le temps de poser le cadre et qu'on se rende compte aussi des problèmes en fait de notre intuition géométrique. Enfin, c'est pas un problème, c'est que c'est limité. Il y a beaucoup plus de choses qu'on croit dans notre intuition géométrique, ou plus exactement, on a l'impression que certaines choses sont évidentes et indispensables à la notion même d'espace, alors qu'en réalité, on peut construire des espaces, enfin on peut imaginer des espaces différents de celui de notre intuition, et il n'y a pas de raison que l'espace, et l'espace-temps en l'occurrence physique, coïncide exactement avec notre intuition. Et de fait, ce n'est pas le cas. Donc on a passé un peu de temps à motiver aussi la possibilité que la gravitation, d'abord, la possibilité que la gravitation soit reliée à la géométrie de l'espace-temps, tout simplement. On a vu que la gravitation est une force très particulière parce qu'elle pouvait être annulée, au moins localement, par un changement de référentiel, essentiellement, pour le dire vite. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et c'est le principe d'équivalence, dont on a largement parlé la dernière fois. Et puis, je voulais compléter un tout petit peu en essayant de deviner à l'avance quel type d'équation on aura in fine pour traiter la gravitation, relativité générale. J'hésite à rajouter ça, ça peut prendre 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on avait vu? Des choses qui vous taraudent? Pas spécialement. Bon, très bien. Peut-être en 2 mots quand même, alors, avant de démarrer le chapitre 2. Si on regarde, je crois qu'on en était à 10, la gravitation en équation, on va anticiper. Oups. Si on anticipe un peu la relativité générale, et si on devinait quelle forme pourrait prendre les équations associées à la gravitation. Commençons par la gravitation newtonienne. On la connaît tous. La force que le corps 1 exerce sur le corps 2, c'est moins G, M1, M2 sur la distance au carré entre les deux, et puis le vecteur unitaire qui relie le point 1 au point 2. Ça, vous savez qu'on peut l'écrire. Alors, d'abord, cette force dérive d'un potentiel gravitationnel. On peut l'écrire aussi ici, donc la force que le corps 1 exerce sur le corps 2, c'est M2 fois un certain champ gravitationnel. Le champ gravitationnel étant simplement ça, du coup, c'est une évidence. Mais vous avez dû voir l'équation de Poisson, et vous savez qu'on peut, que cette force s'obtient à partir, de façon plus générale, si vous avez une distribution continue de masse avec une densité de masse ρm, par exemple, vous savez que vous pouvez, obtenir le potentiel gravitationnel, que je note phi, c'est traditionnel, à partir de l'équation de Poisson, 4πg ρ. Ça vous parle, ça? Vous avez vu ça? Ouais. Vous l'avez vu, mais vous en souvenez plus, c'est ça? Bon. C'est l'équation de Poisson. C'est la même qui vous donne, peut-être ce serait plus frais dans votre mémoire, l'équation pour le potentiel électrostatique. D'accord? Potentiel électrostatique, ça c'est le Laplacien, hein, vous connaissez tous ça. Donc dérivée seconde,
en coordonnées cartésiennes, d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2. Ça vous parle peut-être un peu plus? D'accord? Comment vous obtenez le potentiel à partir de la densité de charge? Alors la charge pour la gravitation, c'est la masse, et la charge pour le potentiel électrostatique, c'est la charge électrique. Donc vous connaissez ça. Et effectivement, la solution de ça, si vous mettez ici pour la densité de masse, alors je vais mettre ici densité de masse, la densité de charge électrique dans le cas électrostatique, si vous mettez ici une charge Q en R égale 0, donc Q delta de R, delta de Dirac, d'accord, hein, vous avez juste une charge ponctuelle. Évidemment, ceci fonctionne pour n'importe quelle distribution continue de charge, continue ou pas, justement. Donc, si vous avez une charge ponctuelle en R égale 0, ça vous donne justement que le potentiel, c'est 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R2. D'accord, Q sur R, pardon. Et après, quand vous prenez le gradient, ça vous donne la force électrostatique. Ça va, ça. Donc, de la même façon, si vous mettez une densité de masse qui est une certaine masse ponctuellement en R, si vous mettez en R0, il va y avoir un R moins R0 à la place. Enfin bon, évidemment, c'est tout ça. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, mais normalement, vous connaissez ça bien. Et bien sûr, la force électrostatique et la force gravitationnelle ont la même forme. Je suis newtonien ici. Donc c'est la même équation. Enfin, vous connaissez en principe ça. Donc vous savez qu'on sort l'équation pour le potentiel gravitationnel de cette équation-là. Alors, avec l'arrivée de la relativité restreinte, on sait que en fait, l'énergie et la masse ont une forme d'équivalence. Vous pouvez exprimer ça plutôt qu'en termes de densité de masse, de densité d'énergie, parce que l'énergie aussi va du coup faire gravité, puisque c'est pareil. Donc, mais vous avez, en gros, vous avez... alors, j'écris que je suis dans la limite complètement non relativiste, etc. Hein, donc, l'énergie d'un corps, finalement, c'est MC2. Hein. Et donc, je peux mettre ici, plutôt que la densité de masse, je peux dire que c'est la densité d'énergie divisée par C2. Voilà, quelque chose comme ça. M égale E sur C2. Enfin, peu importe, c'est des facteurs numériques. Le point clé, c'est que vous avez ici les dérivées secondes, spatiales, proportionnelles à la densité d'énergie, qui est la source du potentiel gravitationnel. Alors, c'est la masse ordinairement, mais en fait, c'est l'énergie vu l'équivalence qu'il y a. De même que vous avez ici les dérivées spatiales du potentiel électrostatique qui est égale, enfin qui est proportionnelle, il y a une constante qui est liée aux unités, etc., proportionnelle à la densité de charge. Alors, le problème, un des problèmes centraux de la gravitation newtonienne, que Newton avait parfaitement identifié, c'est que ça, c'est une force qui agit à distance instantanément, ce qui n'a évidemment aucun sens. Et puisque si je modifie une distribution de masse ici, il est impossible qu'à l'autre bout de l'univers, instantanément, le champ gravitationnel varie. Donc rien ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Il faut bien d'une façon ou d'une autre qu'une modification de la situation locale se transmette, mais de proche en proche, à une vitesse qui ne peut pas être plus grande que la vitesse de la lumière. Alors, ça veut dire que dans cette équation-là, qui est très bien pour une situation figée, il manque quelque part des dérivées temporelles qui permettent de faire des ondes qui se déplacent. Et ça, on connaît ça très bien avec l'électrostatique et l'électromagnétisme. En réalité, ça, c'est l'équation pour le potentiel électrostatique. Et après, vous avez effectivement le champ E qui vaut moins gradient de ce potentiel électrostatique, d'accord? Ça, c'est bien quand c'est électrostatique. Sinon, comme vous savez, il y a
hein, enfin, une des équations de Maxwell, donc, rho de E égale moins dB sur dt, etc. Vous avez ce potentiel vecteur et surtout une dérivée temporelle ici. Et c'est ça qui fait que, en fait, si vous écrivez les 4 équations de Maxwell et que vous cherchez à voir l'équation pour le potentiel V, vous allez en réalité obtenir delta V moins 1 sur C2, D2 sur dt2 de V, égale rho sur epsilon 0 ou égale 0 dans le vide. Laissons ça là. Vous avez dû voir ces équations d'onde dans le vide. Et donc, effectivement, enfin, c'est la présence de ces termes dérivés du temps qui vous font intervenir cet opérateur-là, on appelle le d'Alembertien, parfois, hein, d'accord. Et là-dedans, il y a écrit que c'est des ondes qui se propagent, c'est-à-dire V de... si je me mets à une dimension, x moins ct, enfin V1, ou je sais pas, ou je vais appeler V+, celle qui se propage vers les x croissants, plus V moins, x plus ct, hein, dans la solution générale, c'est fait d'ondes qui se déplacent dans un sens ou dans l'autre, à la vitesse c, qui apparaît là, justement, et c'est comme ça qu'on voit que les ondes électromagnétiques se propagent à ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, mais à ce paramètre c, qui, dans les équations de Maxwell, intervient comme étant 1 sur racine de epsilon, c'est quoi, c'est epsilon 0 égale 1 sur... ça doit être ça, voilà. Bref, vous connaissez ça. Vous voyez donc que quand on introduit le temps, parce qu'il faut bien, les choses ne se propagent pas à la vitesse infinie, on a une équation de ce type. Et on se dit qu'a priori, on pourrait faire quelque chose de similaire ici. Et ça va être effectivement le cas. Mais il y a une chose spécifique qui est le point central que je voulais rajouter, c'est que si on se met, si on adopte la perspective de la relativité restreinte, hein, qu'elle est acquise, on s'aperçoit que cette équation n'est pas une équation écrite en termes d'objets invariants, d'objets géométriques purs qui sont donnés dans l'absolu dans l'espace-temps. L'espace-temps est absolu, et on a vu, je crois qu'on avait insisté pas mal la dernière fois, que les équations de la physique ne peuvent pas porter sur des composantes d'objets, enfin, ou sur des objets, disons, qui dépendraient du référentiel, puisque le référentiel, enfin, c'est-à-dire du système de coordonnées. Dans l'espace-temps, la physique, elle est ce qu'elle est, et nous, on peut choisir un système de coordonnées pour projeter des vecteurs, par exemple, et dire que... enfin, on peut écrire... Pardon, je le dis mal. On peut choisir un système de coordonnées pour repérer les points, repérer les vecteurs, repérer les entités physiques comme on le souhaite. Mais évidemment, le choix du système de coordonnées est arbitraire et les lois de la physique profonde ne peuvent, enfin, les lois véritables, ne peuvent pas dépendre du choix du système de coordonnées qu'on fait. C'est comme ça que la physique newtonienne, si on revient à Newton, s'écrit en termes de un vecteur égale un autre vecteur. Si vous trouvez une loi qui dit m ax égale fx, projetée sur un axe, vous dites, OK, ce n'est pas la loi complète, parce que si je prends un autre axe, ça va être quoi? Si je prends un autre axe, ça doit être pareil aussi. Et donc, si vous voyez une équation qui s'écrit à partir d'entités qui dépendent du système de coordonnées, vous savez que ce n'est qu'une partie d'une équation générale qui, elle, s'exprime en des termes, en l'occurrence des vecteurs, qui sont des choses absolues dans l'espace. Pareil dans l'espace-temps, on avait revu d'ailleurs que cette loi-là dans l'espace-temps, en fait, ça ne peut pas être vrai
en relativité restreinte, parce que justement, ça, c'est juste des 3 vecteurs, des vecteurs à 3 dimensions, alors que l'espace est à 4 dimensions. Ça, c'est juste la projection sur un certain espace d'un quadrivecteur, qui est le quadrivecteur force, ou qui est le quadrivecteur accélération, en l'occurrence. Et la loi, du coup, dans l'espace-temps, elle s'écrit comme ça, avec ici des quadrivecteurs. C'est-à-dire des vecteurs de l'espace-temps, des choses qui ne dépendent pas du système de coordonnées. Projeter sur un certain espace particulier, c'est choisir un référentiel. Dès lors que vous choisissez un référentiel, vous définissez, c'est-à-dire vous choisissez une direction du temps, vous choisissez une direction de l'espace qui est juste orthogonale à la direction du temps, et à ce moment-là, effectivement, la loi, la vraie loi en termes des entités géométriques globales, se traduit dans le choix particulier que vous avez fait de l'espace, en choisissant une direction du temps. Cette loi globale se traduit par une loi entre vecteurs de l'espace. Mais ça ne peut pas, une loi physique entre vecteurs de l'espace seul ne peut pas être le dernier mot de l'histoire, puisque le choix de ce que vous appelez espace est complètement arbitraire. Et donc, vous savez que vous avez besoin d'entités, indépendantes du référentiel, d'entités véritables au sein de l'espace-temps. Alors, fort de cette idée assez évidente, on peut constater que cette loi fait intervenir ici la masse ou l'énergie, sa densité en l'occurrence, mais déjà donc c'est la densité de masse. Or la masse, oui, mais l'énergie mc2 n'est que la composante temporelle du quadrivecteur énergie-impulsion. C'est-à-dire dans le référentiel où la particule de masse m est au repos. Ok, ça c'est son énergie. Mais dans un autre référentiel, c'est pas ça l'énergie. Dans un autre référentiel, c'est gamma mc2. Et ce que vous savez évidemment, c'est qu'en réalité, cette énergie n'est que la première composante, la composante temporelle, d'un quadrivecteur. J'avais dû noter P, E sur C, d'accord, et P comme ça, d'accord. Hein, et donc, si vous l'exprimez en termes des vitesses dans le référentiel, ça c'est dans un certain référentiel, ça ne dépend pas du référentiel, ça dépend du référentiel choisi. Évidemment, dans un autre référentiel, prime, ce sera comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est gamma mv. Et puis ça, du coup, c'est gamma mc. Donc en fait, c'est m fois le quadrivecteur vitesse. Bref, on avait revu ça. Et puis là, du coup, c'est gamma mc'. Et puis là, c'est gamma mv'. Bon, ouais. Donc les composantes dépendent du référentiel, bien évidemment, mais l'objet lui-même, voilà, les équations de la physique doivent porter sur des objets qui sont ce qu'ils sont par eux-mêmes intrinsèquement. Oui? J'ai pas très bien compris le lien de C carré par le... Oh, c'est juste que j'ai remplacé la densité de masse par la densité d'énergie. Parce que, comme on sait que finalement, la masse est équivalente à l'énergie, si la masse crée de la gravitation, l'énergie doit le faire aussi, puisque finalement c'est pareil. C'était juste... Mais voilà. Donc effectivement, ici, ce qu'on a, c'est une densité d'énergie. Donc pour commencer, c'est de l'énergie par unité de volume. Or, l'énergie n'est pas un scalaire de l'espace-temps. L'énergie, c'est juste la première composante d'un quadrivecteur, énergie ou impulsion, suivant divisé par C ou pas. Enfin, d'accord? Donc ça ne peut pas être la loi de la gravitation. Ça doit être la composante temporelle de la loi de la gravitation, puisque si vous changez de référentiel, la masse qui est cachée là derrière, enfin, ou l'énergie qu'il y a là, va devenir gamma fois elle-même par rapport au référentiel de repos. Mais en fait, ce n'est pas tout, parce que ce que vous avez là, c'est la densité d'énergie. Et donc, c'est l'énergie que vous avez par unité de volume. Rho, je mets rho énergie, je vais mettre un delta de l'énergie divisé par delta de volume. Je mets un petit delta, on peut faire tendre vers 0, vous comprenez l'idée. Donc ça,
Quand je passe à un autre référentiel, il y a un facteur gamma qui apparaît. OK? Ça. Enfin, ouais, voilà. Mais quand je change de référentiel, le volume aussi change. Le volume élémentaire. Si ça, je suis dans un certain référentiel, on va dire que ça, c'est dx, dy, dz. Je prends des coordonnées cartésiennes dans l'espace associé. Si je passe dans un référentiel animé d'un mouvement rectiligne uniforme, hein, par exemple dans la direction x, je vais avoir ρ' de l'énergie, ça va être delta E' sur delta V'. Donc le delta E', ici, ça va être gamma delta E, par rapport au référentiel de repos. Et puis, mais delta V', c'est quoi? Ça va être donc delta X', delta Y', delta Z'. Et ce delta X', ça va être delta X sur gamma. Contraction des longueurs. D'accord? Le volume, un volume élémentaire d'espace-temps, enfin d'espace, là en l'occurrence, pardon, dans un changement de référentiel, prend un facteur gamma, juste contraction des longueurs, vous avez vu ça. Et du coup, en fait, le ρ' de l'énergie, ça va être gamma 2 fois le ρ', fois le ρ. Il y a un gamma carré. Et donc, vous voyez que, en fait, cette grandeur-là, c'est pas la première composante d'un quadrivecteur. Vu comment elle se transforme, ça ne peut pas être la première composante d'un quadrivecteur. Ça va être la première composante, c'est-à-dire la composante temporelle d'un produit tensoriel de quadrivecteur, c'est-à-dire d'un tenseur de dimension 2. Alors peut-être ça ne vous parle pas encore beaucoup, ça. Je pense que vous avez vu quand même les tenseurs, qu'on avait revu rapidement ensemble, le tenseur électromagnétique, hein, voilà, d mu à nu sur moins d nu à mu. Bon, tout ça va devenir rapidement très clair. On va prendre les tenseurs à 0 de façon très très simple. Mais tout ça pour dire que vous voyez que là, donc quand vous avez un objet, enfin oui, c'est pas juste la composante temporelle d'un quadrivecteur qui se prend un gamma par changement de référentiel comme il se doit, par transformation de Lorentz. C'est vraiment quelque chose qui est d'un ordre au-dessus, s'il prend un gamma carré. Et donc, c'est en fait la première composante d'un tenseur, c'est-à-dire quelque chose à l'ordre supérieur. Et du coup, cette simple observation nous permet de deviner quelle va être la forme de l'équation de la gravitation. C'est-à-dire si on fait la modification minimale, si on se dit que ce que Newton a vu, bah, c'est correct, c'est juste que c'est dans la limite des vitesses petites devant la vitesse de la lumière. Et puis, c'est aussi on va dire que c'est dans la limite des champs faibles, c'est-à-dire que ça marche en première approximation. C'est-à-dire que ça, c'est la traduction à V petite vent C dans un espace qui serait effectivement l'espace de Minkowski, c'est-à-dire sans courbure, c'est-à-dire l'espace plat où on peut définir des vecteurs, etc. Donc, si, compte tenu de l'analyse qu'on a faite la dernière fois, on se dit qu'on peut relier les effets gravitationnels à une géométrie particulière de l'espace-temps, eh bien, à la limite où cette géométrie est quasiment pas modifiée, c'est-à-dire à la limite des effets gravitationnels faibles, donc en champ gravitationnel faible, et par ailleurs à vitesse faible devant la vitesse de la lumière, ça doit être correct, et ça l'est évidemment. L'équation de Newton fonctionne très très bien pour décrire le mouvement des planètes, etc., jusqu'à un certain niveau d'approximation. Donc, si on se dit que ça c'est correct, on voit juste qu'en fait, ok, c'est bien, mais ça n'est que la composante temporelle de ce qui sera une équation entre des tenseurs de rang 2, quoi. C'est-à-dire un quadrivecteur, produit tensoriel quadrivecteur. Encore une fois, pour choper le gamma au carré, quoi, hein, chaque composante. Et donc, finalement, on peut se dire que l'équation de la gravitation écrite en termes intrinsèques dans l'espace-temps et pas une projection sur un axe particulier, etc., ce sera quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas comment dessiner ça, je vais faire voilà un opérateur. Un opérateur qui va s'appliquer à un potentiel gravitationnel, mais qui sera un tenseur d'ordre 2.
Hein, de même que ça, c'est un tenseur d'ordre 1 avec 4 composantes. Là, il y en aura à 4 fois 4. Et puis, ce sera égal, hein, voilà, donc bon, ça c'est 4001. Et puis, fois, non pas donc la densité d'énergie, qui ne doit donc être que la composante temporelle de l'objet en question. Et donc l'objet en question, on le note T mu, et c'est ce qu'on appellera le tenseur énergie-impulsion. Tenseur énergie-impulsion. Hein, de même qu'une équation qui porte sur l'énergie est en fait que la première composante d'une équation en termes de quadrivecteur avec l'énergie et l'impulsion. En fait, c'est le quadrivecteur énergie-impulsion. Oui ? Je me demandais juste ce que c'était l'opérateur à côté. Oui, alors justement, ça, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça doit être, disons, ça doit être quelque chose qui, dans la limite des champs faibles, c'est-à-dire espace quasi plat, sans gros effets gravitationnels, et dans la limite des v petits devant la vitesse de la lumière, doit se ramener à ça. Voilà, doit se ramener à ça. Donc, ça, je ne sais pas encore ce que c'est, on l'établira, mais ça va être ce qu'on peut déjà dire, juste parce qu'on connaît déjà la gravitation en champ faible et à petite vitesse. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va être un opérateur. Je le note comme ça, enfin, j'aurais pu le noter n'importe comment. Hein. C'est un opérateur qui va faire intervenir des dérivées secondes, hein, puisque comme ici, mais avec le temps aussi. Hein, dérivées secondes, spatiales et temporelles. De quoi? Eh bien, donc, du champ du potentiel gravitationnel. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle du potentiel gravitationnel? Si on dit que la gravitation, on l'a traduit en termes géométriques, ça va être un tenseur qui caractérise la géométrie de l'espace-temps. Ça va être ça, finalement, le potentiel gravitationnel. Et ça va être la métrique de l'espace-temps, en fait. Donc, tout ça, là, ça va être quelque chose qui contient des dérivées secondes, spatiales et temporelles, du potentiel gravitationnel. Et le potentiel gravitationnel, ce sera cette métrique qu'on va introduire petit à petit. Donc en fait, déjà, on sait que juste l'analyse générale qui consistait à voir que la gravitation est quelque chose de spécial, qu'elle peut être annulée par changement de référentiel, et que, en fait, si on dit que ce n'est pas une force, alors la loi pour une particule libre, soumise juste à la gravitation, mais si on dit que ce n'est pas une force, justement, une particule soumise juste à la gravitation est une particule libre, et donc la loi d'inertie fondamentale, une particule libre va tout droit dans l'espace-temps, se maintient, et donc une particule soumise que à la gravitation va tout droit dans l'espace-temps, et l'effet gravitationnel est lié au fait qu'on peut aller tout droit dans l'espace-temps. On peut avoir deux particules qui sont initialement parallèles et qui vont tout droit dans l'espace-temps, mais qui se rapprochent, elles sont attirées par la gravitation. Et donc, c'est simplement, en fait, c'est l'espace qui n'est pas un espace plat. Donc, on peut interpréter ou on peut décrire la gravitation en termes géométriques. Et simplement, ensuite, en regardant ça, on voit que ça peut être que la composante temporelle d'un tenseur, et donc ça doit être de cette forme-là, d'une façon ou d'une autre, avec ici quelque chose qui représente l'énergie, puisque sa composante temporelle, ça doit être la densité d'énergie, et ici, donc, quelque chose qui contient les dérivées secondes de ce qui décrit la géométrie de l'espace-temps. Et donc voilà ce que va être en fait, les équations d'Einstein, et on verra que ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le tenseur d'Einstein. Alors, on verra comment il s'écrit en fonction de la métrique de l'espace-temps. Alors, en fait, ça va être 1,5 ici.
pour des raisons, enfin peu importe. Et voilà les équations d'Einstein, on les a déjà. Ça va être quelque chose comme ça. Alors après, il va falloir justement voir quel est le tenseur naturel ici formé à partir de la géométrie, et uniquement de la géométrie. Quel est le tenseur qui est naturel, et on verra en fait qu'il n'y en a qu'un possible. Si on reste à l'ordre 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que la physique est toujours écrite à l'ordre 2, pas de raison que ça change. Enfin, ça pourrait changer. Si ça devait changer, ça changera. Très bien. Mais si on s'en tient à l'ordre 2, en fait, il n'y a qu'une façon de combiner la métrique et ses dérivés pour former un tenseur qui va bien. Bon, on verra ça tranquillement. Et en fait, voilà les équations d'Einstein. Vous aviez une question? Ouais. Pourquoi on a dû remplacer le quadrivecteur par un tenseur et ça veut dire quoi, composante temporelle? D'accord. Ça, c'est la composante temporelle, ça, c'est la composante spatiale, d'accord? La composante temporelle, elle prend un facteur gamma quand vous changez de référentiel. E égale MC2, 0. Quand vous passez un référentiel, donc ça c'est dans le référentiel de repos, le même quadrivecteur énergie, si vous voulez, devient gamma MC2 gamma MVC, en l'occurrence, dans un autre référentiel. D'accord. Alors, là, ce que j'ai essayé d'argumenter, je pense que c'est quand même relativement convaincant, c'est qu'on parle de la densité d'énergie. Donc, la densité, l'énergie elle-même dépend du référentiel, parce que c'est que la première composante, c'est que la composante temporelle d'un quadrivecteur. Quand vous changez de référentiel, c'est multiplié par gamma. D'accord. Par rapport au référentiel de repos, évidemment, ça dépend. D'accord. Mais c'est une densité d'énergie. Or, l'élément de volume par un changement de référentiel est, lui, divisé par gamma, en fait, puisque à cause de la contraction des longueurs. Donc, en fait, cet objet-là, si on change de référentiel, il va être multiplié par gamma carré. Donc, c'est pas la composante temporelle d'un quadrivecteur. Vous voyez? C'est la composante temporelle d'un quadrivecteur fois la composante temporelle d'un quadrivecteur. Alors le fois, c'est un produit de vecteurs, c'est un produit tensoriel en fait, on verra comment l'établir. Mais c'est ça que j'appelais temporel, c'est-à-dire vous allez avoir un objet... j'hésite à dire à deux dimensions, mais si vous représentez un vecteur en composante comme ça, comme un vecteur colonne, votre tenseur, vous allez pouvoir le représenter comme une matrice, si vous voulez, et la densité d'énergie, ce sera le... Donc là, vous avez... la première composante, c'est le temps, puis là, c'est les 3 dimensions d'espace. Ben là, vous allez avoir le temps, puis 3 dimensions... Enfin, vous avez... C'est pareil. Disons, ça, c'est composante temporelle. Là, c'est temporel spatial 1, temporel spatial 2. Là, c'est spatial 1, temporel 1, etc. C'est ça. Bon, c'était des raccourcis de langage. On donnera sens à tout ça. Mais c'est pour dire que c'est pas juste... Ça peut pas juste être... la composante temporelle d'un quadrivecteur. Donc, la généralisation de cette équation-là, c'est dire l'écriture propre de cette équation-là, qui est la loi gravitationnelle newtonienne, dans un cadre quadridimensionnel, dans le cadre de l'espace-temps, ne peut pas se faire en termes de quadrivecteur. Ça, ce n'est pas juste la composante temporelle d'une équation entre quadrivecteurs. C'est la composante, c'est une composante, alors je disais temporelle, c'est-à-dire... je ne sais pas comment dire autrement, c'est la composante temporelle d'une équation entre quadri-tenseurs, en fait. Vous aviez une question? Ici, le vecteur, le tenseur, pardon, ouais. T mu, ouais. il donne l'évolution temporelle de la métrique. Alors, lui, il contient la distribution de l'énergie dans l'espace. C'est-à-dire que s'il n'y a que des particules
au repos, dans le référentiel où elles sont au repos, évidemment, parce que non, ça ne veut rien dire au repos, mais s'il y a un référentiel où il y a juste des particules posées, ça, c'est juste la densité d'énergie. Ce tenseur-là, ça va être... et s'il n'y a pas d'interaction entre les particules, etc., ça va être la densité d'énergie, puis des zéros partout. Enfin, voilà. Si maintenant vous avez des flux de quantité de mouvement, etc., tout ce qui... Un flux de quantité de mouvement va également générer de la gravitation. En fait, donc, ça va être la distribution de l'énergie et de ce qu'on appelle le stress, enfin, tous les efforts, la masse, bien sûr, mais aussi les flux de quantité de mouvement, la pression. La pression, c'est une densité d'énergie, d'accord? Donc, voilà, tout ce qui est la répartition de ce qui va induire de la gravitation. Pour Newton, enfin en physique classique, ce qui induit la gravitation, c'est juste la masse. Mais la masse, ce n'est, encore une fois, ce n'est que... Alors, enfin, en fait, la densité de masse. Le problème, c'est que la masse, c'est juste la première composante, si on met MC2 ici, c'est juste la première composante d'un quadrivecteur. Donc, ça ne peut pas être juste ça qui crée... ça ne peut pas être juste une composante qui crée la gravitation, parce que ce que vous appelez cette composante, ça dépend du référentiel choisi. Donc c'est forcément, au moins, c'est forcément un quadrivecteur, en fait, qui crée la gravitation. Mais en fait, vu les propriétés de transformation de ce truc-là, en fait, ça ne peut pas être un quadrivecteur, ça doit être un quadritenseur. Et ça tombe bien, parce que c'est très facile de construire un tenseur énergie-impulsion, et c'est le tenseur... Enfin, un tenseur d'énergie-impulsion est apparu en physique avant la relativité générale. C'est-à-dire c'est quelque chose de naturel que vous pouvez définir. Vous avez vu, je ne sais pas, le tenseur d'inertie, probablement, quand vous avez fait des... Non, tenseur d'inertie, ça ne vous dit rien? Quand vous étudiez la rotation d'un solide, ou... ça ne vous dit rien? Si, vous avez dû voir ça, un petit peu, au moins certains. Voilà, c'est ça, voilà. Donc ces tenseurs-là apparaissent naturellement parce que, et on verra le tenseur énergie-impulsion, donc vous avez la densité d'énergie dans le référentiel d'Orpo. Mais vous avez, comme je disais, de la quantité de mouvement qui est une autre composante, donc forcément ça doit intervenir. Mais après vous avez un flux de masse et un flux de quantité de mouvement, et donc c'est l'ensemble de ces choses-là, c'est un objet à 2 dimensions, il ne faut pas le dire comme ça, mais c'est un objet plus large, qui est présent. Et donc, on identifie très facilement que ça, c'est juste la première composante de cet objet. On l'introduira plus tard, hein, mais voilà. C'était juste pour clore cette introduction qui était un peu longue, mais à relativité générale. En fait, ce simple raisonnement nous montre quelle va être la forme finale si on tient fermement au principe d'équivalence et qu'on réalise du coup, ou qu'on accepte sa conséquence qui est que la gravitation n'est pas réellement une force au sens ordinaire, mais peut être décrite simplement en termes géométriques. Voilà. Enfin, quand je dis c'est pas une force, ce qu'on avait vu, c'est qu'en réalité, c'est les forces de marée, c'est-à-dire la non-homogénéité du champ gravitationnel qui, elle, ne peut pas être annulée par un changement de référentiel. Donc c'est là qu'est véritablement contenu sont contenus les effets gravitationnels. Et c'est ça qui va être décrit par le tenseur d'Einstein qui est relié au tenseur de courbure, enfin bref. Donc c'est la géométrie de l'espace-temps. Pour l'instant, on peut pas en dire plus parce qu'on n'a pas les outils. Voilà. C'est bon. Alors, je vous propose de démarrer enfin le 2e chapitre. On va parler de géométrie. On va parler de l'espace-temps.